Voilà, on va aborder la quatrième et dernière partie du résumé. Désolé, hein, il y a assez de matériel aujourd'hui, mais il faut que j'ai... Alors, dans cette dernière heure, on va parler de ce qu'on appelle aussi la deuxième révolution en théorie des cordes, qui est liée au concept de Brane et des cordes de Dirichlet. Donc, mais commençons avec une petite discussion des symétries de l'action efficace qu'on a vue tout à l'heure. J'ai mentionné en passant qu'elle est invariante par transformation générale des coordonnées dans l'espace-temps. Elle est aussi invariante par transformation des jauges, si on a des champs de jauges, et par transformation des jauges de ces champs antisymétriques B. Ça sont des symétries qui sont communes à la théorie des cordes et à la théorie des champs. Mais on a l'impression que ces symétries-là sont seulement un petit morceau d'un grand groupe de symétries qui est sous-jacent la théorie des cordes et qui probablement est responsable pour la dégénérescence des spectres. Le fait qu'on a beaucoup de particules avec la même masse, d'habitude c'est un signal qu'il y a des symétries cachées dans la théorie. Mais on ne connaît pas trop qu'est-ce que c'est vraiment toutes ces symétries. Il y a des choses suggérées par exemple par la théorie des champs des cordes, la string field theory, mais rien de vraiment bien établi. Quand même, il y a deux symétries qu'on peut nommer cordiques, stringy, qui sont bien établies. C'est un petit set de symétries, mais c'est quand même très intéressant et très important. Et souvent, elles sont liées à ce processus de compactification des dimensions supplémentaires de l'espace où apparemment la corde aime bien vivre. Elle n'aime pas malheureusement 4 dimensions. Et donc, on a ces dimensions supplémentaires. On essaie de faire avec, c'est-à-dire de les rendre petites et compactes. Et tout d'un coup, on voit émerger des symétries nouvelles qui ne sont pas toutes là dans la théorie des champs ordinaires. Donc, je commence à parler du mécanisme de Kaluza-Klein en théorie des champs pour le contraster à ce qu'il arrive dans la théorie des cordes. Donc, je vous rappelle très brièvement que l'idée de Kaluza-Klein est de dire que si je prends un espace-temps qui a une quatrième dimension de l'espace, donc on l'appelle X5 parce qu'il y en a déjà 4 avec le temps, et on dit que cette dimension supplémentaire de l'espace est un cercle de rayons R, et on considère, disons, l'action, la pure gravitation en 5 dimensions, donc on écrit l'action de Einstein-Hilbert, mais pour une théorie à 5 dimensions, on trouve, quand une des dimensions est compacte, une théorie de la gravitation en 4 dimensions plus une théorie de l'électromagnétisme. Et ça marche comme ça. On écrit la métrique en 5 dimensions, donc j'écris l'élément de ligne avec la métrique en 4 dimensions. Et on paramétrise le reste de cette façon-là. Donc, si vous voulez, on introduit à part G mu nu en 4 dimensions un mu qui deviendra le champ électromagnétique et qu'il apparaît, vous voyez, si vous développez ce carré-là, la composante G5 mu de la métrique. Et après, il y a aussi un champ G5,5 qu'on a renommé exponentielle à d sigma et qui jouera le rôle du rayon physique
du cercle. C'est-à-dire le rayon est R, mais les rayons physiques, il faut les mesurer avec la métrique. Et donc, si vous voulez, je peux toujours prendre R égale 1 ou quelque chose, et la valeur physique du rayon est liée vraiment à ces champs sigma. Donc, on prend la métrique à 5 dimensions, on obtient la métrique à 4, un champ vecteur et un champ scalaire, qu'on appelle souvent les radions, parce que c'est lié au rayon de la compactification. Et on a affaire à un petit exercice mathématique. On prend la courbure scalaire en 5 dimensions, on utilise cette métrique-là, on développe tout, et on obtient, en imposant que les champs ne dépendent pas de la 5e dimension, on peut réduire cette intégrale à 5 dimensions en intégrale à 4 dimensions et on factorise plusieurs termes et on reconnaît là une théorie de la gravitation et une théorie de l'électromagnétisme avec une certaine identification des paramètres de la théorie en 4 dimensions par rapport aux paramètres de la théorie en 5. Par exemple, la longueur des Planck, ou si vous voulez la constante de Newton en 4 dimensions, est liée à la constante de Newton en 5 dimensions divisée par les rayons de compactification, les rayons physiques de compactification. Et on trouve aussi que la constante de structure fine est liée à la longueur de Planck divisée par les rayons de compactification. Alors, qu'est-ce que c'est une particule chargée dans cette théorie-là? Bon, c'est une particule qui, au contraire de ce qu'on avait tout à l'heure, qui dépend de la 5e dimension, un champ qui dépend de la 5e dimension de l'espace, mais comme l'espace est périodique, cette dépendance de x5 est aussi périodique et correspond à une quantification de l'impulsion de l'impulsion dans la 5e dimension. Cette impulsion dans la dimension à 5 dimensions, donc elle est quantifiée en unité h divisé par les rayons, et la charge électrique de la particule est liée donc à l'impulsion à travers la longueur de Planck. Donc, on obtient d'une façon très jolie l'effet que la charge électrique est quantifiée. Et l'autre chose importante à souligner, c'est que la masse d'une particule, de n'importe quelle particule, la masse dans notre monde à 4 dimensions est donnée par la masse dans le monde à 5 dimensions, plus les contributions de l'impulsion, bon, je vais prendre la masse à la puissance 2, plus l'impulsion dans la 5e dimension à la puissance 2, et comme la dimension de P5 est quantifiée en unité 1 sur R, on obtient c'est ce qu'on appelle une tour d'états de Kaluza-Klein qui sont espacés par une quantité de l'ordre 1 sur R. Donc, il y a cette échelle des excitations de Kaluza-Klein. Donc, ça, c'est vraiment en 2 mots, Kaluza-Klein en théorie des champs. Alors, si on passe à la théorie des cordes, il y a des changements intéressants. D'abord, si on prend une valeur générique du rayon de compactification, la symétrie qu'on obtient, la symétrie des jauges qu'on obtient après compactification, elle n'est pas en U1, électromagnétisme, mais c'est un U1 fois U1. Et la raison, c'est que dans la théorie des cordes, on a vu qu'on a un champ G mu symétrique dans les index mu et un champ antisymétrique. Et pour chacun d'entre eux, on peut prendre la composante mixte mu5. Mu va jusqu'à 4. Et chacun correspond à un boson de jauge. Et on trouve que l'invariance, la covariance et l'invariance des jauges de B
se transforme, après la compactification, dans les invariances des jauges ordinaires pour le groupe U1 fois U1. Alors, on a vu tout à l'heure, et ça reste vrai, que le U1 qui vient de G mu nu, on peut l'identifier avec l'impulsion dans la 5e dimension. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est, à quoi correspond la deuxième charge? Comme on a deux U1, on a deux espèces de charges, hein, comme dans les modèles standards, pour chaque facteur, il y a sa charge. Et on trouve assez facilement que la charge liée au champ de jauge B-5 n'est pas une impulsion, mais c'est un enroulement de la corde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai une corde fermée, hein, donc sans extrémité, en boucle, qui vit dans un espace compact, un cercle, une corde fermée peut s'enrouler 0, 1, 2 fois d'un sens ou de l'autre autour de cette dimension périodique, c'est-à-dire que comme les points de l'espace x5 et x5 plus 2πmr sont identifiés, parce que je suis sur un cercle, je peux dire que la corde à sigma égale 0 et à sigma égale pi, que je vous rappelle par convention, pour une corde fermée, c'est le même point sur la corde, hein, parce que je fais tout le tour de la corde, diffèrent exactement par quelque chose du même type. Bon, c'est peut-être plus facile de montrer un petit dessin. Hein. Donc, ça veut dire que si j'ai une dimension de l'espace x5 qui est compacte, je peux avoir une corde fermée qui tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre, ou deux fois dans un sens, deux fois dans l'autre, ou je peux mettre une corde fermée comme ça, disons, qui ne s'enroule pas du tout. Donc, ça veut dire que des cordes fermées, la corde fermée s'enroule W fois autour de l'espace, de la dimension compacte de l'espace. Alors, c'est facile de rajouter à la solution générale du mouvement, la solution générale pour le mouvement d'une corde fermée, en termes d'enroulement, que j'ai mis là en jaune. Vous voyez, si on avait ça hein, déjà, là c'est le terme d'impulsion, qui maintenant est quantifié en unité 1 sur R, mais on peut rajouter maintenant un terme qui est linéaire dans la variable sigma. Donc si je vais de sigma égale 0 à sigma égale 2π, je fais le tour. Je fais le tour W fois. Donc W a bien la signification d'un nombre d'enroulements, winding number en anglais. Alors, on peut étudier les spectres de la théorie, à nouveau, en écrivant la formule des masses pour cette corde fermée. Donc, un peu comme dans les points matériels, j'ai un terme pour la masse à la puissance d qui est 1 sur R2, qu'on a déjà vu en Kaluza-Klein. Mais maintenant, comme enrouler la corde, ça veut dire de la longueur, et comme il y a une tension de la corde, on obtient aussi un terme qui est proportionnel à R. Donc, vous voyez le terme, l'impulsion va comme 1 sur R, mais l'énergie associée à l'enroulement est proportionnelle à R, parce que plus grand R et plus la corde est longue, et donc plus elle pèse. Hein. Et après, il y a la contribution des oscillateurs, des excitations des oscillateurs harmoniques ici, comme d'habitude. Et pour la corde fermée, il y a toujours une condition entre les nombres d'occupations droite et gauche. Et dans ce cas-là, elle nous donne cette condition-là. Donc, s'il y a à la fois de l'impulsion et de l'enroulement,
n n'est pas égal à n tilde. Alors, on peut se poser la question de quand cette masse est nulle. Si on prend une valeur arbitraire de R, on trouve que la seule possibilité d'avoir des états à masse nulle, c'est de prendre n égale 0, w égale 0, et donc n égale n tilde, et donc n égale n tilde égale 1. Hein, c'est la seule solution. N égale n tilde égale 1, ça veut dire qu'il y a un oscillateur du type 1 ici et un oscillateur de type 1 ici. Donc, les états à masse nulle ont cette forme-là, des opérateurs de création sur le vide. Sans symétrie, évidemment, entre mu et nu, parce que là, c'est un A et ça, c'est un A tilde, donc droit et gauche. Donc, il y a 2 moins 2. Si on impose les conditions de physicité, on passe des dimensions à des moins 2, hein, comme on a dit plusieurs fois. Et donc, ce nombre d'états correspond à un graviton, un dilaton et un tenseur antisymétrique. Et après la compactification, il y aura un graviton dans une dimension plus basse, un tenseur antisymétrique, et on trouve 2 vecteurs, comme on a dit, les 2 vecteurs des 2 U1 qu'on a générés, et un scalaire, c'est l'analogue du radion qu'on avait dans Kaluza-Klein. Donc, ça, c'est pour une valeur. Donc, pour une valeur générique du rayon de compactification, bon, c'est plus riche dans la théorie des cordes, il y a un peu plus de choses qui se passent, ça double un petit peu le nombre d'états, mais ce n'est pas qualitativement différent que dans la théorie des champs. Mais, et là c'est encore un petit miracle de la théorie des cordes, si on prend une valeur très spéciale pour les rayons de compactification, que j'appelle R étoile, que c'est de l'ordre de la longueur de la corde, hein, à part un facteur assis un petit peu de définition, il y a d'autres façons d'obtenir une masse nulle. Bon, on peut les voir d'ici. Hein. Si R est lié exactement à alpha prime, disons, on peut essayer de compenser ces termes-là avec les moins 2 et obtenir à nouveau un état de masse nulle. Et c'est ce qu'il arrive, effectivement, vous pouvez vérifier vous-même, hein, avec les formules, qu'on a des états où n égale w égale plus ou moins 1, et par contre n égale 0, mais n tilde égale 1, où on peut avoir une chose similaire avec un oscillateur du type left et cette relation. Donc, on obtient ainsi 4 nouveaux vecteurs, bosons vecteurs de masse nulle. On les rajoute à ces 2 qu'on avait pour une valeur arbitraire de R, qui sont toujours là, où il n'y a ni impulsion ni enroulement, et on obtient 6, hein, 4 plus 2 fait 6, et on découvre que ces 6 bosons de jauge sont les bosons vecteurs, sont rien d'autre que les bosons du jauge d'un groupe SU2 fois SU2. Donc, d'un coup, si je prends cette valeur-là pour les rayons de compactification, j'élargis le groupe de jauge et elle devient un groupe de jauge non abélien du type SU2 deux fois. Et comme les 4 nouveaux bosons de jauge, vous voyez, ont à la fois de l'impulsion et de l'enroulement, elles sont chargées par rapport au groupe de jauge. Donc, c'est très naturel parce que, vous savez, une des caractéristiques des théories des jauges non abéliennes, c'est le fait que les bosons de jauge sont eux-mêmes chargés, au contraire du cas U1. Donc, et on peut aussi voir que
à cette valeur R égale R étoile, il y a aussi d'autres scalaires à masse nulle. Il y a un total de 10. Et l'un d'entre eux, c'est toujours ces radions. Ils sont dans une représentation du type 3, 3 de ces groupes, mais ça, ce n'est pas essentiel. La chose intéressante, c'est que les radions qui mesurent les rayons de compactification jouent le rôle d'un champ de Higgs, parce que si on change les rayons, on brise la symétrie SU2 fois SU2 à U1 fois U1. Donc, effectivement, c'est naturel que ces champs qui contrôlent les rayons jouent le rôle d'un champ de Higgs qui brise la symétrie. Bon, ce n'est pas encore fini parce que il y a en plus une dualité qu'on appelle la T-dualité pour les cordes fermées, pour l'instant, qui découle du fait qu'au niveau quantique, l'impulsion est quantifiée. Je souligne ça parce que souvent, ce n'est pas mentionné. Vous voyez, le concept d'enroulement, c'est un concept classique et qui est quantifié au niveau quantique, classique. Hein. On ne peut pas enrouler 2 fois et demi ou quelque chose comme ça. C'est un entier, les nombres d'enroulement. Par contre, l'impulsion, classiquement, il n'est pas quantifié, mais il est au niveau quantique. Donc, au niveau quantique, on a trouvé qu'il y a une symétrie entre l'impulsion et l'enroulement. Ça veut dire que je peux échanger les rôles de N et W. N mesure l'impulsion, W mesure l'enroulement. Si, en même temps, je change R en 1 sur R dans ces unités de cordes. Donc, il y a une symétrie. On peut regarder la formule de masse, par exemple. Hein. Voilà, si on revient à la formule de masse, si j'interchange N et W et je change aussi R en 1 sur R, on arrive à la même formule. Donc, il y a cette symétrie qu'on appelle T-dualité et qui veut dire, bon, donc d'abord, première observation, cette symétrie R en 1 sur R a un point fixe, hein, une valeur de R qui va en soi-même sur cette transformation. Bon, cette valeur magique de R est rien d'autre que notre R étoile où on avait cette symétrie élargie. Donc, il y a une symétrie de dualité et au point fixe de la transformation, la symétrie de jauge est élargie. Et aussi, on peut dire que les compactifications inéquivalentes de la théorie sont définies par la sémirette, l'intervalle R plus grand que R étoile, parce que si je prends R plus petit que R étoile, je me retrouve avec la même théorie à cause de cette dualité. Donc, c'est aussi intéressant ce fait-là que la théorie des cordes met en borne, si vous voulez, sur les rayons de compactification qui la théorie de Kaluza-Klein ordinaire n'a pas. Voilà. Donc, ça, c'était pour les cordes fermées. Maintenant, on passe aux cordes ouvertes et à la révolution de 95 due principalement à Polchinski. Et cette révolution part d'une observation assez simple, d'une question assez simple. Est-ce qu'on peut avoir cette T-dualité aussi pour des cordes ouvertes? Alors, a priori, elle semblerait impossible parce que ce concept d'enroulement, il ne peut pas marcher avec des cordes ouvertes. Right? Si j'enroule une corde avec des extrémités sur un tuyau,
je peux toujours enlever l'enroulement. Donc, c'est un peu plus subtil la façon dans laquelle la T-dualité travaille dans le secteur des cordes ouvertes. Il faut revenir aux conditions au bord d'une corde ouverte. Je l'avais écrit la semaine passée. C'est écrit comme ça. Exprime, c'est la dérivée par rapport à sigma, delta x mu égale exprime delta x mu aux deux extrémités de la corde. Et ça, c'est pour chaque mu. Donc, on peut voir que la T-dualité pour les cordes fermées est liée à une transformation type canonique entre x' et l'impulsion, si vous voulez la dériver par rapport au temps. Et alors, c'est comme les conditions au bord de Neumann correspondent à prendre x' égale 0 aux extrémités de la corde ouverte, tandis que les conditions de Dirichlet, qu'on a mentionnées la semaine passée, correspondent à mettre delta x égale 0 à l'extrémité de la corde. Ça veut dire de mettre p égale 0. Donc, c'est naturel, c'est très suggestif de dire que la T-dualité doit simplement échanger une corde avec des conditions au bord de Neumann dans une corde avec des conditions de Dirichlet. Donc, la T-dualité, si vous voulez, s'applique aussi aux cordes ouvertes, mais les cordes ouvertes, elles ne sont pas duales à eux-mêmes, mais ils viennent en deux variétés et la dualité les change. Donc, la T-dualité transforme des cordes ouvertes de type N, Neumann, dans des cordes ouvertes de type Dirichlet. Et il faut souligner tout de suite que tous ces discours-là, il faut les faire pour chaque direction de l'espace. Bon, les temps, c'est mieux de les prendre du type Neumann, autrement les temps ne bougent pas, mais disons. Au moins pour les directions de l'espace, pour chaque direction de l'espace, on peut décider si on utilise des conditions de Neumann ou de Dirichlet. Alors, supposons, ça c'est important parce que c'est la terminologie qu'on utilise, donc c'est bien d'apprendre le vocabulaire. Supposons que pour un certain nombre petit n de directions de l'espace, je prends des conditions de Dirichlet. Donc, ça veut dire que dans certaines directions, je ne fais pas bouger les extrémités. Ça veut dire que les extrémités de ces cordes ouvertes peuvent bouger, mais seulement dans les compléments de dimensions de l'espace, que c'est grand 2 moins n, y compris le temps. Donc, si vous voulez, les extrémités de la corde bougent, mais sur un sous-espace à grand 2 moins n dimensions, qui est dans le grand espace à grand 2 dimensions. Alors, on appelle cet hyperspace, hyperplane, des D-branes, D pour Dirichlet, et on parle de D-p-branes, où P est D moins N moins 1. Donc, on enlève les temps, si vous voulez. Hein? Donc, P, c'est le nombre de dimensions spatiales de l'hyperplane où bougent les extrémités des cordes. Et donc, si on rajoute les temps, on réobtient la dimension complémentaire aux dimensions de Dirichlet où les extrémités ne peuvent pas bouger. Donc, pour résumer, l'hypersurface sur laquelle les extrémités de nos cordes de type Dirichlet peut bouger à dimension P plus 1. Hein? Et donc, ces cordes ont P plus 1 direction du type Neumann et petit n direction de type Dirichlet.
Okay. C'est bien d'avoir la terminologie en tête parce qu'autrement on fait confusion. Okay. Donc on parle des 10 cordes et 10 pi brane et souvent on enlève les deux et on parle des pi brane. Voilà. Donc maintenant qu'on a défini ces concepts de 10 branes et 10 cordes, on va à nouveau introduire la compactification, par exemple, d'une seule dimension de l'espace. Alors, cette fois-là, vous voyez, là, c'était l'accord de Neumann, l'accord ouvert de Neumann qu'on avait déjà écrit, seulement que j'ai rajouté la contribution, l'impulsion dans la direction compacte. Je l'écris explicitement comme étant quantifié en unité 1 sur R avec un intègre n. Il y avait les cosinus n sigma, vous vous rappelez, de telle façon que la dérivée par rapport à sigma s'annule aux extrémités. Donc ça, c'est évidemment une corde de type Neumann. La corde de type Dirichlet a une forme très similaire, seulement qu'au lieu d'y avoir un sigma, un cosinus, on a un sinus, de telle façon que la corde ne bouge pas à sigma égale 0 et pi. Et au lieu, quand j'ai la compactification, à nouveau, au lieu d'avoir une impulsion, maintenant j'ai un enroulement. Alors, comment ça se passe qu'une corde ouverte peut s'enrouler? Bon, c'est banal, c'est assez facile maintenant à comprendre. Si j'ai à nouveau mon espace compact X5, mais dans cet espace X5, j'ai une brane où les extrémités d'une corde ouverte sont fixées, tout d'un coup, le concept d'enroulement d'une corde ouverte devient clair, parce que je peux facilement désenrouler, si on peut dire comme ça, une corde ouverte, mais si ces deux extrémités sont fixées sur cette ligne, je ne peux plus les éliminer, vous voyez bien. Ou je peux même l'enrouler plusieurs fois. Donc, j'enroule ma corde ouverte et après, je la lie à quelque chose, une baguette qui est sur mon tuyau. À ce moment-là, je ne peux plus la désenrouler. Donc, le concept d'enroulement est bien là et marche très bien. Donc, on trouve effectivement que ces nombres W est effectivement les nombres de fois que la corde ouverte s'enroule. Voilà, là serait par exemple une corde de type Neumann, corde ouverte de type Neumann. Comme ces extrémités ne sont pas fixées à être sur la brane, cette corde-là, je ne peux pas la rouler. Bon, je peux la rouler, mais elle n'a aucune signification topologique. Là, c'est une corde de type Dirichlet avec W égale 0 parce qu'elle ne s'enroule pas. Vous voyez, elle fait comme ça, elle retourne là. Et là, c'est W égale 1. Donc, effectivement, tout marche très bien, mais cette fois-là, il y a les deux types de cordes qui sont liés par la dualité. Bon, on peut faire la comparaison avec les cas de la corde fermée où, au contraire, la même corde peut faire les deux choses en même temps. Donc, c'est pour ça que les cordes fermées sont self-dual. Encore un petit dessin pour expliquer d'une autre façon. Je peux, oui, je pense peut-être que c'est utile de les voir aussi comme ça. Là, c'est un dessin où vous devez imaginer que ces plans et ces plans-là sont identifiés. Donc, je suis à nouveau sur un cercle, ou sur un espace fermé, et la corde de Dirichlet avec W égale 0, elle part d'ici, elle va là. La corde de Dirichlet avec W égale 1,
va aussi de ce plan-là à ce plan-là, mais en faisant tous les tours. Hein? Si j'identifie ces points-là avec ces points-là. Bon, c'est juste pour notre prospectus. Et on peut à nouveau regarder pour une corde ouverte de type Dirichlet la condition de masse, la formule de masse. Et là, on découvre à nouveau que pour R arbitraire, il y a des états à masse nulle qui sont donnés par une formule où il n'y a pas d'enroulement, pas d'impulsion, et n égale 1. Maintenant, j'ai un seul type d'oscillateur, hein, parce que je suis dans une corde ouverte. Et là, on obtient un vecteur. Et ce vecteur-là est un vrai vecteur dans l'espace à dimension plus basse. Si l'index mu n'est pas égal à la direction 5 que j'ai compactifiée, autrement, il s'agit d'un scalaire. Alors, là, à nouveau, j'ai un scalaire de masse nulle et je peux me poser comme avant quelle est la signification de ce scalaire de masse nulle. Maintenant, c'est un peu différent. C'est que si la présence de la brane, donc si vous voulez de cette ligne ici, brise la symétrie par translation dans l'espace dans la direction 5, hein, parce que j'ai mis quelque chose quelque part. Et la brise d'une façon spontanée, parce qu'il y a quand même une symétrie par translation, mais j'ai décidé de mettre ma brane ici et pas un peu plus loin. Okay? Donc c'est typiquement une brisure spontanée. Bien, les scalaires à masse nulle représentent rien d'autre que les bosons de Nambu-Goldstone qui correspondent à cette brisure spontanée de la symétrie. Bon. Et il décrit aussi des déformations locales de la brane elle-même. Elle peut fluctuer. Et quelque chose d'intéressant on le trouve si je prends plusieurs brins et je les mets à une toute petite distance l'une de l'autre, ou encore mieux si je les mets l'une sur l'autre. C'est-à-dire, je fais là les dessins avec 3. Je les dessiné comme si ce n'était pas superposé, parce qu'autrement on ne voit rien. Hein, mais imaginez que pour l'instant, elles sont coïncidentes, les 3 brins. Et je prends des cordes ouvertes qui partent d'une brane et terminent sur la même ou sur une autre. Alors, si j'ai n brins coïncidents, ou n brins en général, je peux avoir n puissance 2 cordes qui vont de l'une à l'autre, hein, toutes les possibilités. Et, mais si les brins coïncident, tous ces cordes ont une masse nulle. Donc, on obtient de cette façon-là les bosons de jauge d'un groupe UN. Un groupe UN a un nombre N2 de bosons de jauge. Bon, dans cette théorie des cordes ouvertes, on les obtient comme des cordes ouvertes qui vont d'une brane à l'autre, de n'importe quel brin à n'importe quel autre. Il doit être aussi orienté d'une telle façon qu'on distingue s'ils vont de 1 à 2 ou de 2 à 1. Autrement, ça ne marche pas. Et il y a aussi des particules scalaires à masse nulle qui représentent les champs de Higgs qui brisent cette symétrie de jauge UN en des groupes un peu plus petits si on commence à bouger, parce que si j'éloigne une brane de l'autre, tout d'un coup les cordes qui vont de l'un à l'autre deviennent plus longues et donc il prend une masse. Donc les scalaires contrôlent la distance entre les brins et
d'un coup, elle devient le boson de Higgs pour la brisure spontanée. Donc, il y a toute une traduction de ce qu'on apprend dans la théorie des champs en termes de ces objets géométriques. C'est assez joli, assez intéressant. Donc, si vous voulez, les cordes ouvertes qui vont d'une branche à elle-même, ils restent dans une branche, correspond à la subalgèbre des cartans de la symétrie UN, tandis que ceux qui lient deux branches différentes correspondent aux autres générateurs de l'algèbre. Bon, on est presque là. Pas tout à fait, en effet, pour les branches au moins. C'est-à-dire qu'on connaît aussi l'action efficace pour les branches à basse énergie. C'est assez simple, c'est assez joli, et pour des raisons historiques, elle a été inventée il y a longtemps par Born et Infeld, utilisée par Dirac, et on l'appelle l'action DBI, Dirac-Born-Infeld. Vous voyez, c'est une action qui ressemble un petit peu à l'action de la corde. Donc la corde, si vous voulez, on peut la voir comme une branche, hein, avec P égale 1, parce qu'il a une dimension de l'espace. Et l'action de la corde est un peu de ce type-là, hein, avec la racine du déterminant métrique à deux dimensions. Pour une branche générique, on a quelque chose de similaire, avec quelques complications. Il y a ce qu'on appelle la tension de la branche, qui est liée à la longueur de la corde. Cp, c'est un nombre qui est connu, disons, un peu compliqué, mais bien connu. Et les GAB, BAB, FAB sont des projections de la métrique ou des tenseurs antisymétriques le long de la branche. C'est comme la métrique induite sur la branche, comme on a vu déjà pour la corde. Seulement que maintenant, Xi A va sur toutes les dimensions de l'hypersurface de la branche. Donc, on a aussi ça. Ces champs scalaires x mu décrit les fluctuations transverses de la branche, parce que si on utilise l'invariance par reparamétrisation de la surface, on peut éliminer un certain nombre, et donc on reste avec les degrés de liberté physique des fluctuations de la branche qui sont D moins P moins 1. Vous vous rappelez, pour la corde, 2 moins 2, parce que la corde correspond à P égale 1. Alors pour la branche, on a plus de dimensions dans la surface d'univers, et donc moins de fluctuations physiques. Et il y a une autre observation qu'on a faite l'année passée, c'est-à-dire qu'il y a aussi ces facteurs exponentiels moins phi qui apparaît dans l'action et qui est lié au fait que, comme il s'agit des cordes ouvertes, on doit utiliser la constante de couplage de la corde ouverte qui, par rapport à la corde fermée, a un facteur, c'est la racine carrée de l'autre. Donc, si vous voulez, dans l'action efficace, tout à l'heure, on avait vu un E puissance moins 2 phi. Ici, il y a un moins phi. Si phi est constant, on peut amener ça en dehors. Ça, c'est important à souligner. Et on trouve donc que la tension de la branche est liée pas seulement à la longueur des cordes, si vous voulez, à la tension de la corde, hein, qu'on a discuté tout le temps. Mais il y a en plus un facteur 1 sur la constante de couplage.
parce que E à la phi, c'est la constante de couplage des cordes ouvertes. Donc, E à la moins phi, c'est 1 sur la constante de couplage. Ça veut dire qu'à tout petit constante de couplage, ces brins sont très, très lourds. Donc, on peut les considérer comme des objets statiques qui ne bougent pas parce qu'ils sont très, très massifs. Tandis que si on va dans un régime de grandes constantes de couplage, il commence à devenir plus léger et peut jouer un rôle important dans la théorie. Et finalement, je mentionne l'idée d'un univers branaire, parce que comme les extrémités des cordes ouvertes terminent sur les brins, on peut imaginer, c'est une idée, que si toutes les particules du modèle standard, donc sans la gravitation, le modèle standard des particules, sont des cordes ouvertes du type Dirichlet, et ils sont liés, ils sont confinés sur trois brins, donc un univers à une surface à 3 dimensions d'espace plus le temps. On pourrait imaginer que nous vivons sur une brane dans un univers à plusieurs dimensions. C'est comme une alternative à l'idée de la compactification. Au lieu de dire, bon, on a 10 dimensions, on prend 6 et on fait cette compactification et nous, on ne les voit pas parce qu'ils sont très petits. On dit non, non, ils sont bien là, ils sont même grands, peut-être même infinis, mais nous, on est des objets qui sont confinés dans un sous-espace du grand espace où, par exemple, se propage le graviton, la gravitation. Alors, ça semblerait être seulement une question philosophique, mais ce n'est pas le cas parce que dans ces scénarios-là, comme la gravitation bouge dans tout l'espace, on trouve que la force gravitationnelle est modifiée à des petites échelles et donc on a effectivement des conséquences mesurables même sur notre univers. Bon. Et dans la dernière partie, je vais parler aussi des D-brans comme solution classique. C'est-à-dire là, on a vu les D-brans comme les endroits où les cordes ouvertes terminent, mais on peut aussi les voir d'une autre façon comme des solutions classiques, solitoniques, de l'action efficace de la corde. Quand on regarde les cordes du type 2A, 2B, on trouve des solutions classiques qui représentent cet objet-là. Et on trouve que les bosons ou les formes, dans le langage des formes, de Ramond, qu'on a discuté au début de la première ère, donc qui sont ces champs antisymétriques qu'on obtient en multipliant des fermions de Ramond par eux-mêmes, sont des champs par rapport auxquels les brins sont chargés. C'est-à-dire, comme la corde se couple d'une façon naturelle à un tenseur à deux index antisymétriques, les B mu, une P-bran se couple d'une façon naturelle à une P plus 1 potentielle. Et à nouveau, si P égale 1, c'est une D-forme, c'est le B mu. Mais on a vu que quand on multiplie des Ramond, on obtient aussi des formes plus élevées. Bon, ces potentiels-là sont couplés justement au bran. Alors, comme un pi-bran est couplé à un potentiel pi plus 1, on trouve que dans la corde type 2A, on a des formes du type ampère. Pardon, comme elle est couplée à des formes du type ampère, il est lié à des brins avec un
pi pair et le contraire pour la corde de type 2b. Donc, il y a une distinction entre les brins qu'on peut avoir dans le type 2A et les brins qu'on peut avoir dans le type 2B. Et dans les deux cas, elles sont couplées à des champs de Ramond-Ramond, des charges de Ramond-Ramond. Et on peut écrire ces solutions classiques qui découlent de l'action, qui contient une métrique, un dilaton et bien sûr la forme qui donne la charge de la brane. Et quelquefois, on peut prendre ces branes et les compartifier, et même, on dit wrapped, enrouler aussi les branes, et on peut faire des objets compacts qui simulent des trous noirs. Mais on devait l'appeler plutôt des des brins noirs. Des brins noirs. Et ça, c'est important parce que c'est justement à travers ces constructions de trous noirs en théorie des cordes qu'on est arrivé à comprendre mieux l'origine de l'entropie des trous noirs. Bon, ça va être le sujet du séminaire que Kostas Bakas va donner la semaine prochaine, après une introduction aux trous noirs que je ferai la première heure. Il nous reste encore une chose, la supergravité à 11 dimensions. Pourquoi? Bon, parce que d égale 10, d'abord, est très proche de d égale 11. Alors, pourquoi d égale 11? Parce que même avant qu'on parle des cordes, on connaissait que d égale 11, c'est le nombre maximal des dimensions de l'espace-temps où on peut faire des théories de la supergravité. Parce que si on monte encore, on a des problèmes avec des particules à masse nulle et spin supérieur à 2, et là, on trouvait des problèmes. Alors, cette supergravité en d égale 11 avait étudié, comme je l'ai dit, même avant la révolution de Green et Schwartz, avec un espoir qu'elle pourrait résoudre le problème des gravitations quantiques, des infinis ultraviolets dans la gravitation quantique. On a encore des discussions sur ce sujet-là, mais disons, oublions cet aspect-là pour l'instant. Écrivons une supergravité. Comment est la supergravité à 11 dimensions? C'est assez simple, en effet. Si vous voulez, c'est Einstein-Hilbert à 11 dimensions. R11, ça veut dire la courbure à 11 dimensions. Et la seule chose additionnelle qui est là par rapport à la gravité, bon, ça c'est la partie bosonique. Après, il y a tous les fermions. Mais disons, pour la partie bosonique, c'est assez simple. Et il y a additionnellement un potentiel qui a trois formes. Donc, c'est un potentiel avec trois index antisymétrisés. On peut en construire le roteur, les champs associés à ces potentiels, qui est une 4 formes. Et cette 4 formes, on peut soit en faire le carré, soit la combiner dans un terme dit de Chern-Simon. Mais disons, les détails n'ont pas d'importance. L'important est que le contenu de cette théorie, c'est un graviton à 11 dimensions et une 3 formes. Je le réécris là. On est à 11 dimensions et imaginons de compactifier une des 11 dimensions sur un cercle de rayon R et de faire à nouveau le même truc qu'on avait fait tout à l'heure pour Kaluza-Klein, mais cette fois, au lieu de 5 à 4, on va de 11 à 10. On fait l'exercice d'avant et on trouve la gravitation en 10 dimensions plus une F2, ça veut dire une field strength de forme, qui, ça veut dire, c'est associé à un potentiel qui est une forme, et après encore un F3 et un F4, qui correspondent donc à un potentiel 2 et 3 formes.
F3 et F4, on les comprend facilement parce que c'est la réduction d'un F4. Si on part d'un F4 à 11 dimensions, on fait la réduction d'une dimension, on obtient tout de suite un F4, un F3. Alors, donc, au niveau d égale 10, on a une métrique, un scalaire, une forme, en deux formes et trois formes potentielles. Et on vérifie facilement que ces champs bosoniques sont rien d'autre que les champs bosoniques de type 2A. Vous pouvez les regarder sur une des pages précédentes. Et donc, ça, c'est la première indication qu'une théorie de gravitation à 11 dimensions avait quelque chose à faire avec une supercorde à 10 dimensions. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que si on prend les 5 théories des cordes qu'on a discutées, plus la gravitation à 11 dimensions, on a 6 théories qu'on peut mettre au coin d'un hexagone, hein, comme la France. Et après, on a découvert qu'il y a toutes sortes de dualités qui relient d'une façon ou de l'autre toutes ces théories-là. Comme si, en effet, ils faisaient partie d'une seule théorie prise dans des limites différentes. Cette théorie qu'on a nommée la M-théorie, elle n'est pas vraiment formulée. Probablement, c'est une théorie à 11 dimensions, mais on connaît seulement sa limite de basse énergie, qui est cette supergravité à 11 dimensions. Et après, on a toutes ces dualités. Donc, l'année passée, j'avais fait un peu toute la liste de ces dualités. Il y a la T-dualité qu'on a discutée aujourd'hui, qui joue un rôle essentiel. Mais il y avait aussi la S-dualité qu'on avait introduite, qui c'est une dualité entre couplage fort et couplage faible. Et là, j'ai seulement recopié, si vous voulez, de l'année passée, les petits dessins qu'on avait obtenus tout à la fin. Donc, au centre, il y a cette mystérieuse théorie M. Et là, il y a la supergravité à 11 dimensions. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si j'ai fait la compactification d'une seule dimension sur un cercle qui est S1, j'obtiens la 2A. Juste pour vous dire, si on fait la compactification sur un demi-cercle, que c'est S1 avec une identification ZD, c'est ce qu'on appelle un orbifold, on obtient la corde hétérotique du type E, E8 fois E8. Là, on a la hétérotique O32. Ici, c'est la type 1, type 2B. Et il y a toutes sortes de dualités qui relient toutes ces théories entre eux. Bon, je termine avec un petit aperçu du planning pour le reste du cours de cette année, même si c'est possible que je fasse des changements, on verra au fur et à mesure. C'est que c'est sûr que, bon, la semaine prochaine, je ferai la première heure une introduction au trou noir en relativité générale au niveau classique et semi-classique, y compris donc les idées de Hawking, la température de Hawking. Et après, mon invité, le professeur Bacchus, va nous parler de l'interprétation de l'entropie des trous noirs en termes d'un système branaire. Et après, on verra bien. Je pense que je vais faire quelque chose sur le cas des trous noirs non extrémales. Et après, j'ai pensé parler de certaines expériences, Gedankenexperiment, des expériences de pensée pour explorer la physique des cordes dans des processus à très haute énergie et définir avec des modèles cosmologiques inspirés par la cosmologie. Disons, mais on verra bien. Surtout, j'ai
je m'excuse pour aujourd'hui, on a mis beaucoup de matériel, mais j'avais besoin vraiment de terminer aujourd'hui. Après, on ira un peu plus relaxed. OK, merci beaucoup.